Salut tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes. Je m'appelle Laurie et je suis votre hôte. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes arguments pourquoi on devrait lire des romans québécois. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais ce que je veux, puis je vous présente mes arguments pourquoi on devrait lire des romans québécois. Donc, n'hésitez pas à me dire vos arguments à vous, pourquoi vous voulez liser des livres québécois. Sinon, je me lance dans mon argumentaire. Bonne écoute! Donc, d'où m'est venue l'idée de faire un épisode sur pourquoi est-ce qu'on devrait lire plus de livres québécois? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est que, justement, quand l'épisode va sortir, c'est le 22 juin, et 2 jours plus tard, c'est la Fête nationale du Québec, la Saint-Jean, et justement, pour célébrer ça, je me suis dit, pourquoi pas, justement, faire un épisode sur la littérature québécoise et promouvoir un peu, mettre de l'avant, en fait, des arguments pourquoi est-ce qu'il faudrait lire québécois. Et justement, on est là pour ça. Donc, premièrement, je pense que justement lire québécois, c'est se reconnaître un peu dans ces histoires-là. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, dans ma bibliothèque, tristement, pas tristement, mais en tout cas, c'est les faits. Dans ma bibliothèque, j'ai plus d'auteurs, autrices étrangers que québécois. C'est un peu normal. Le marché des livres, du monde du livre est très vaste. Donc, veux pas, statistiquement parlant, je vais avoir plus de livres étrangers que québécois. Mais je trouve que les proportions, ils sont pas assez justes. T'sais, pour moi, c'est important de lire québécois et de plus lire. Et pour ce faire, il faudrait que, je veux pas que j'aie plus de livres québécois dans ma bibliothèque. Et justement, quand je regarde ma bibliothèque en ce moment, je vois beaucoup de livres français, beaucoup de livres d'auteuristes des États-Unis, mais moins de québécois. Et justement, avec la littérature québécoise, ce qui est le fun, c'est que on peut se retrouver dans un monde linguistique, un monde culturel qu'on reconnaît. Je sais que j'ai déjà eu quelques montées de lait avec des amis pour justement faire... Parce que, ok, petite parenthèse, je tiens à préciser, c'est rien contre les expressions françaises, donc les expressions de France. Mais tu sais, quand l'histoire se passe aux États-Unis, puis que dans la traduction, il y a plein de « mais putain de merde », je trouve que ça fit pas. T'sais, ça me déconnecte totalement de l'histoire. Puis, il y a quelques livres que justement, j'ai adoré l'histoire, mais j'ai été un peu déconnectée à cause de ça que les putains, il y avait trop. Là, le seul bon exemple que je donne, c'est les putains, mais comme il y avait trop d'expressions françaises que je comprenais pas. Fait que justement, en lisant un peu la littérature québécoise, je connais ces expressions-là. Ça me sort pas de... Je reste dans les sentiers battus, en fait, c'est ce que je veux dire. Et justement, je trouve que nos expressions, ils ont souvent été rabaissées. Notre façon de parler a souvent été rabaissée, mise de côté. Et en lisant de la littérature québécoise, j'ai l'impression de justement, nos petites expressions que des régions, finalement ils sont le fun versus les putains qu'on retrouve à chaque 2 phrases. Et puis justement, ça me permet, je trouve, de me reconnaître un peu j'ai trouvé les bons mots, là, ce sera pas long. Mais ça me permet de
me retrouver aussi dans l'espace-temps de par exemple, je me rappelle même plus le titre du livre, mais semi-récemment, j'avais lu un livre qui se passe dans la ville de Québec. Et ben je vis à Québec en ce moment. Et justement, quand l'auteur parlait du chemin Sainte-Foy, la place Laurier, nanana, pis, ben c'est plein de lieux que je reconnais. Fait que ça, j'aimais ça. Puis aussi, je trouve que veux pas, en lisant des livres québécois, ben, je tiens à préciser que nos auteurs-autrices sont très bons pour écrire des livres historiques. Le nombre de livres qui se passent dans les années 40, dans les années 60. Je pense entre autres à Audrey McNichol que j'apprécie. Ces histoires se passent dans les années 1800 quelques. Et justement, c'est des histoires romancées, c'est quand même des romances, mais ça permet quand même de revenir un peu dans le temps, de revoir un peu notre histoire, mais de façon plus ludique, différente que ce qu'on est habitué avec les cours du secondaire. On s'entend que souvent, personnellement, du moins, les cours d'histoire, j'ai trouvé ennuyant. Puis là, je sais que je tiens à préciser, je sais que les autres, là, j'ai donné l'exemple de Audrey McNichol, je sais que c'est de la fiction, que les personnages n'ont pas réellement existé et que c'est très romancé, mais je trouve que ça permet quand même de voir un peu comment ils vivaient à l'époque, parce que veut pas, elle a fait un minimum de recherche pour pouvoir écrire ces romans-là, pour pouvoir un peu pour pouvoir bâtir ses personnages. Donc, de voir comment ils vivaient dans ce temps-là et de pouvoir comparer aujourd'hui un peu c'est quoi les différentes préoccupations, tout ça. Comme quoi, par exemple, là, en même temps, les personnages, j'allais parler de Bravestone, la série Bravestone, j'ai lu le premier tome. Les personnages sont américains, genre des États-Unis, mais tu sais, déjà à l'époque, la situation des femmes, elle était très différente d'aujourd'hui. Même affaire, je peux parler des Winchester qui se passe en Nouvelle-France, avec le personnage féminin qui n'a pas vraiment son mot à dire sur ce qui lui arrive. Beaucoup de préjugés sur ce que les femmes veulent à ce moment-là. Donc, c'est ça de voir que dans ce temps-là, il y avait toute cette pensée-là que genre justement les femmes étaient inférieures, et je mets ça entre guillemets. Puis toute l'évolution qu'on a faite avec le temps. Et puis c'est ça. Et aussi, justement, par rapport à ça, par rapport à l'évolution qu'on voit, qu'on peut voir dans les histoires, il y a aussi, ce que je trouve beau dans les livres québécoises, c'est que souvent, il y a, même si c'est pas le but premier, il y a quand même une volonté à mettre de l'avant l'identité québécoise, genre un peu ce côté-là de liberté, là. Puis que c'est peut-être un peu, j'ai donné par exemple l'exemple des légendes d'ici. C'est pas une série, c'est plus une collection qui a été créée par Brian Perrault, un auteur principalement jeunesse, je dirais un auteur québécois jeunesse, et il a créé cette collection-là. C'est les légendes d'ici, les terrifiantes légendes d'ici, et dans le fond, c'est une collection de livres jeunesse d'horreur dans lesquels justement chaque livre représente une légende différente. Fait que dans le fond, pour l'instant j'en ai lu 2, et j'imagine que les autres c'est un peu sur le même format, qu'il y a comme 1 page et demie, 2 pages qui parle de cette légende, qui présente cette légende-là, qui dit voici telle légende, on dit qu'il s'est passé ça. Et par la suite, l'auteur ou l'autrice
ben, se base sur cette légende-là et la retravaille pour, ben, genre, dans le fond, le roman écrit, ben, s'inspire de cette légende-là pour en faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est quand même les mêmes bases que la légende de base. Bon, je dis beaucoup de base, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Les bases sont les mêmes par rapport à la légende, mais après ça, veut pas, l'auteur, l'autrice ficelle autour de tout ça et s'en inspire pour emmener l'histoire ailleurs. Donc, je trouve ça vraiment cool que Brian Perrault ait lancé cette initiative-là. Je pense qu'ils sont rendus à 8 ou 10 livres. Alors, pendant que je parle, je vais aller chercher sur Google légendes terrifiantes. Les légendes terrifiantes d'ici, exactement. Puis ça, juste pour vous dire, c'est publié chez les éditions Ada. Donc, 4, 8, 12. Fait que ça, il y en a 12 de publiés jusqu'à maintenant. Puis ça, comme je disais, c'est de l'horreur jeunesse. Ben, aussi, ce qui est cool, c'est que il y a vraiment une gradation. Excusez-moi. Il y a une gradation sur chacun des livres. C'est une gradation de 1 à 4. 1, c'est, ça fait pas trop peur, jusqu'à 4, que c'est creepy, là. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi parce que, ben moi, par exemple, je suis quelqu'un de trouillarde. C'est sûr que je vais tous les lire, mais par exemple, ceux qui sont à 4 fêtes de mort, ben, je vais les lire de jour. Je vais m'assurer que si je les lis plus de soir, ben, je vais m'assurer que les stores sont fermés pour pas qu'il y ait de fantômes qui me regardent à travers la fenêtre ou des trucs du genre. Mais ça, bref. Tout ça pour dire, il y a 12 livres de sortie jusqu'à maintenant. C'est tout écrit par différents auteurs. Il y a quelques auteurs qui ont écrit quelques légendes terrifiantes d'ici, mais vous comprenez l'idée. C'est un peu comme, justement, je vais sauter sur l'occasion pour aussi parler des contes interdits, ça c'est vraiment une collection pour adultes. Je tiens à le spécifier pour ceux qui ne connaîtraient pas cette collection-là, la collection des contes interdits. C'est une collection pour adultes. C'est très gore. Il y en a qui sont moins pires que d'autres, mais ça parle de différents sujets qui sont parfois très tabous. Par exemple, il y a un auteur, il a gagné la cause, mais il s'est fait poursuivre par rapport à ce qu'il a écrit. Donc, si ça vous intéresse, vous irez sur Google. Aujourd'hui, je parle pas de ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est une collection, les contes interdits, très gore, qui est pas faite pour tout le monde. J'en ai pas lu beaucoup jusqu'à maintenant. Je vais très, très tranquillement parce que justement, c'est une collection. Il faut avoir le cœur fort. Il faut vouloir le lire. Puis tu sais, justement, pour quelqu'un de trouillard comme moi, comme je disais, ben, j'en lis pas un par semaine, tu sais. Pour moi, ce serait trop, là. Mais les contes interdits, ce qui est un peu différent, c'est que à la place que ça soit basé sur une légende, c'est basé sur ben un peu comme t'es style conte de Disney, mais genre twisté et dans le gore, dans le terrifiant, dans l'horreur. Donc, par exemple, il y a La Petite Sirène qui a été revisitée. Un que j'ai lu, c'est La Reine des Neiges. Ça reprend le mythe du Wendigo. Je vous rappelle que le Wendigo, il mange des personnes et à chaque personne qu'il mange, il devient plus gros et plus fort. Donc, vous comprendrez que genre, c'est pas joyeux comme roman. Mais c'est ça. Attends. Je me rappelle plus de l'idée que j'étais en train de parler. C'est ça. L'idée sur laquelle je m'étais lancée, c'est que souvent il y a plusieurs des livres québécoises que le côté identitaire est présent. Puis justement, c'est pour ça que je vous parlais des légendes terrifiantes d'ici. C'est que justement, je m'excuse, je dis beaucoup justement, je viens de m'en rendre compte là. Mais, tu sais, par exemple, il y a les sorcières de la Beauce, le trou du diable. Il parle aussi du monstre du lac Memphremagog, la Dame Blanche. Tu sais, ce genre de les feux follets.
les coureuses des grèves, tu sais, ce genre de légende-là que, tu sais, on a tous un peu entendu parler, on n'en parle pas trop, seulement en gang sur le bord d'un feu l'été. Fait que, tu sais, c'est ce genre de légende-là, puis tu sais, je le répète, c'est des romans d'horreur, mais pour jeunesse, mais tu sais, c'est quand même ben là, en ce moment, ça, je suis sur le site de ADA et conseille, ça, c'est horreur 13 ans et plus. Après ça, c'est à vous de voir avec votre jeune s'il a fait s'il a le cœur assez fort pour ça. Mais tu sais, c'est ça, le côté identitaire est très présent dans les romans et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça nice qu'il y ait ce côté identitaire-là. Parce que, tu sais, par exemple, je prends aussi l'exemple de Sonia Alain. Bon, elle a pas juste fait des livres historiques, mais c'est que là, j'ai devant moi Les Inconnus de l'île d'Orléans. Et je m'étais acheté le premier tome, je l'ai pas encore lu. Donc c'est ça, je précise, je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est un roman historique sur l'île d'Orléans et des femmes qui y travaillaient, il me semble. Donc un peu ce côté-là historique. Et je sais que Sonia Alain, elle a écrit quelques livres historiques sur des personnages historiques, entre autres aussi. Fait qu'elle a fait le dessin de Cléopâtre. Et un des Louis XVI, où je me rappelle pas c'est quel Louis. Je l'ai quelque part dans ma bibliothèque, là. Mais c'est sur un des rois de France. J'ai celui sur le roi de France, je l'ai pas encore lu, mais j'avais lu celui sur Cléopâtre. Et vraiment, elle a fait ses recherches sur l'histoire avec Cléopâtre. Et j'imagine que pour les inconnus de l'île d'Orléans, c'est un peu la même chose, qu'elle a fait ses recherches pour bien écrire son roman, pour dire les bonnes affaires, pour présenter en fait l'histoire de l'île d'Orléans de manière adéquate. Puis en même temps, c'est ça, c'est même si la littérature québécoise souvent se passe au Québec, c'est une autre façon, je trouve, d'ouvrir un peu notre monde parce que justement, il y a beaucoup d'enjeux qui ressortent dans les livres québécois. Et là, j'ai beaucoup parlé de la question d'identité, mais il y a quand même pas mal d'autres enjeux qui en ressortent, que ça soit, par exemple, quand j'essaie de justement, comme je parlais tantôt, avec les Winchester et Bravestone de Audrey McNichol, elle parle, elle dénonce un peu à travers ses livres, genre, c'est un peu à trame féministe, que souvent ces personnages féminins sont des personnages féminins très forts, elles ont la tête dure, elles se laissent pas faire. Il y a quand même une variété dans ces personnages féminins. C'est qu'il y en a des plus douces, mais même les plus douces, genre, ils ont beau être douces, elles se laissent pas marcher ses pieds pareil. Fait que vraiment, t'as quand même une trame féministe à travers ces romans. Il y a aussi, attendez, j'essaie de retrouver le titre, là. C'est ça, c'est Danser sur le fleuve de Marie Paquet. Dans ce roman-là, dans le fond, je vous fais un petit résumé, là. Le personnage féminin, elle se fait laisser et par le fait même, son ex lui demande de partir, d'aller habiter ailleurs. Donc, la personnage féminin, se retrouve sans logement. Il y a son meilleur ami qui accepte de l'héberger quelque temps, le temps de la dépanner. Ça, on appelle ça de l'itinérance cachée, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas. Même si elle a quelque part où coucher, c'est pas sur chez elle, elle dort sur un divan, c'est pas confortable, elle a pas tant d'intimité. Son meilleur ami puis son chum, dès qu'ils se lèvent puis qu'ils vont dans la cuisine, elle va dormir dans le salon, tout ça. Donc, c'est ça, c'est de l'itinérance cachée. Et à travers tout ça, elle se trouve un emploi. Et dans cet emploi-là, il y a certaines pratiques
qui frôle la limite de l'acceptable, de ce qui est moral. Je vais pas plus me lancer là-dedans parce qu'il faut le lire pour pouvoir le savoir. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un livre que j'ai trouvé beau et que j'ai trouvé un peu que j'ai trouvé dénonciateur de certaines pratiques qui peuvent mettre parfois certaines femmes dans des situations plus à risque. Parce que justement, ben, l'itinérance cachée, ben, parfois ça peut t'emmener dans des situations un peu touchées. Là, ben, justement, le cas de cette personnage principal-là, ça a bien à donner. Tu sais, son meilleur ami, il est super, il est vraiment gentil. Mais tu sais, dans la vraie vie, c'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, c'est ça. Bref, genre, c'est un autre c'est ça. Mon idée là-dessus finit pas mal là. Puis c'est ça, tu sais, il y a certains auteurs, autrices québécois, québécoises aussi qui parlent de situations qui se passent pas nécessairement au Québec, mais qui mettent de l'avant justement pour que qu'on en sache un peu plus. Je vais vous donner l'exemple de l'Orangerie de Larry Tremblay. Moi, je me souviens, je l'avais lu pour un cours. Je me rappelle plus si c'est au secondaire ou au cégep, mais c'est pour pour un cours. Et justement, ça parle du Moyen-Orient. J'y suis arrivée. Puis de la perte de l'enfance, un peu de justement ces tensions-là qui peut y avoir au Moyen-Orient, c'est ça que je voulais dire. Parce que justement, c'est dans un pays qui est toujours en guerre. Et ben, tu sais, c'est l'histoire de deux frères qui. Donc c'est ça, c'est l'histoire de deux frères qui perdent leurs grands-parents durant la guerre quand un obus vient s'écraser dans leur village et un des chefs de la région vient voir leurs parents pour sacrifier en fait un de ces fils-là et le père doit choisir lequel qu'il va envoyer parce que en fait il a pas le choix d'envoyer un de ses fils. Donc tu sais c'est un court roman là-dessus sur un peu l'absurdité de la guerre et tout. Donc c'est tout ça pour dire que en fait on a plein de bons auteurs qui ne font pas que parler du Québec. On voyage quand même un peu à travers les romans québécois. Puis je m'excuse pour tous les je m'en excuse. Bref. Bon, je vais le refaire. Mais c'est ça. Je trouve que dans les romans québécois, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ben justement, on n'a pas vraiment de défaite, entre guillemets, pour ne pas lire de romans québécois. Parce que, par exemple, okay, justement, si vous aimez un peu plus l'horreur, il y a les contes interdits. Si vous êtes un peu plus froussard, mais que vous voulez quand même des livres d'horreur, ben, je vous en parlais tantôt, les légendes terrifiantes d'ici. Si vous voulez plus de la romance, les livres de Marie Paquet, Audrey McNicol. Il y a Sophie Lorrain aussi, un peu plus, tu sais, amour, amitié. Il y a Patrick Sénécal, un peu plus côté polar / horreur-ish / côté plus trash. Il y a, par exemple, j'aurais aussi... attends, j'ai retrouvé ça. Christine Brouillette avec les thrillers, les plus du côté policier. Donc, tu sais, on a quand même vraiment pas mal de beaux choix d'auteurs, d'autrices québécois, québécoises. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est ça. Tu sais, tout le monde peut trouver leur... ce qu'ils veulent, en fait. Puis justement, dans la même lignée, ben, tu sais, vous savez... Alors, on a plein de belles maisons d'édition avec les éditions de Mortagne qui publient
entre autres Audrey McNichol, mais aussi plein de romans plus jeunes adultes, jeunesse. Urtubis qui publie entre autres du contemporain avec Marie-Christine Chartier, une de mes autrices préférées québécoises. Il y a la ADA avec plus côté horreur fantastique. Il y a Lux et Nox pour vraiment axer plus justement fantastique, science-fiction, fantasy. Donc, au Québec, on a même plein de maisons d'édition qui touchent un peu à tout et qui vient justement qui vous permet de trouver toujours quelque chose qui peut vous intéresser. Et en même temps, après ça, en fait, le plus grand argument pour moi de pourquoi on devrait lire des livres québécois, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un geste culturel fort, parce que c'est pas qu'on devrait lire des livres québécois juste parce que c'est des livres québécois, mais il y a quand même un sentiment d'appartenance puis de fierté qu'on devrait avoir quand on pense à tous les auteurs, autrices qu'il y a au Québec. Et ben justement, en achetant de temps en temps, ou même juste en allant emprunter des livres à la bibliothèque, des livres québécois, ben ça permet de faire en sorte qu'on les met un peu plus de l'avant. Puis après ça, c'est un peu un acte de fierté, puis un acte d'amour pour notre culture. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le plus gros argument. C'est par amour. On devrait lire des livres québécois par amour à la culture québécoise. Mais c'est ça. Sinon, ça fait pas mal le tour pour moi de pourquoi on devrait lire des romans québécois. N'hésitez pas à dire en commentaire de cet épisode-là pourquoi vous lisez des livres québécois. Puis n'hésitez pas aussi à faire des recommandations. Je suis toujours preneuse. Puis n'hésitez pas à en mettre de tous les genres. Précisez juste quel genre que c'est. Mais sinon, genre, ça va me faire plaisir de découvrir des nouveaux auteurs et autrices. Sinon, ben, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin. Je trouve ça me fait chaud au cœur que vous m'écoutiez. Sinon, ben, on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un avis sur le podcast et à vous abonner si vous voulez continuer à écouter le podcast. Sinon, ben, on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine!